Dimitri, bonjour. Bonjour. Alors, tu es le créateur d'un jeu qui s'appelle Big Monster, dont on a déjà parlé sur Paradoxe Temporel. Comment est né Big Monster? Alors, Big Monster, c'était une succession d'étapes où au début, on avait fait une blague à quelqu'un, on avait commencé à faire un petit jeu de draft, et ensuite, au fur et à mesure des idées qui sont venues dans le jeu, on s'est dit bah ça pouvait valoir le coup de continuer. Avec l'appui de différents amis, on a testé des choses. Et au bout de, je dirais, de presque 2 ans de tests, où il y a des nouvelles mécaniques qui sont arrivées, où il y a plein de choses, je trouvais que le jeu il ressemble encore à des jeux qui existaient dans le commerce. Donc j'ai choisi de repartir quasiment à zéro. Et de me baser sur quelques points forts où je voulais un jeu qui ait du rythme, un maximum d'interaction et des petits twists qui soient sympas. Et donc 8 mois avant Big Monster, je suis reparti d'assez loin, oui. pour reconstruire au fur et à mesure le jeu et arriver pendant 8 mois à équilibrer des choses, à avoir la variété, différents types de scoring, du fun, parce que c'est pour garder du rythme, du fun et de l'originalité, et beaucoup d'interactions entre les joueurs sans attaque. Oui, bah c'est ça. C'était vraiment une volonté. Enfin, je voulais pas quelque chose où je te détruisais. Ces interactions-là ne me plaisaient pas. Ouais. Et c'était vraiment le grand objectif, et de pouvoir réunir des gens assez variés autour de la table, qui soient à la fois gamers, sur lesquels la variété des scorings peut les intéresser, et avec une courbe d'apprentissage, et des joueurs plus occasionnels qui joueront moins bien, mais qui ont moyen de se faire plaisir en faisant quelques éléments, et même les plus jeunes, des fois parce qu'ils aiment certains types de monstres qui évoluent, ou des cristaux à faire, ils ont déjà une satisfaction de se faire plaisir, et ils peuvent jouer avec des personnes d'un niveau différent qui s'intéresseraient pas d'habitude au même jeu. Ouais. Voilà. Donc parce que c'est un jeu vraiment familial, convivial, qui s'adresse à tout le monde. C'était un début, c'était d'essayer de réunir des gens qui avaient des fois du mal à jouer ensemble. Et donc j'ai des gros joueurs qui des fois font une partie de Big Monster entre 2 grosses parties de jeu en attendant pour les tables, sur lesquelles ils peuvent faire venir des plus jeunes qui vont un peu moins les aider, parce qu'en général, les plus jeunes jouent plus pour eux pour récupérer leur paquet, mais qui comprennent très bien les mécaniques, et qui sont assez intuitifs, d'aller chercher des médailles, de passer des paquets. Pour eux, c'est même moins des règles des fois qu'un draft traditionnel, et aller chercher des petits objectifs au milieu, souvent ça leur plaît. On réalise quelque chose, hop, on va le chercher, et des fois ils sont plus attentifs que les adultes là-dessus. Et pour les néophytes, le draft, ça passe bien? Bon, en fait, on avait un peu peur sur l'orientation du draft. Certains éditeurs nous avaient dit que c'est un petit peu compliqué, et on se rend compte que pour les moins joueurs, c'est moins compliqué qu'un draft classique. Parce que c'est plus facile de dire à des gens, vous prenez une tuile et le reste du paquet, vous le passez soit à votre coéquipier, soit à un adversaire, plutôt que de dire, maintenant, on tourne à droite. Après, on tourne à gauche. Pour des joueurs, c'est très habituel, parce qu'on a tellement de jeux de draft. Mais justement, pour les joueurs plus occasionnels, c'est plus compliqué quasiment de drafter que de passer son paquet comme ça. Et le fait d'aller chercher des médailles dès qu'on respecte quelque chose, c'est très intuitif. Et comme il n'y a absolument aucun coût à payer sur les cartes, tout ça, quand on joue une tuile, on sait qu'on va pouvoir la poser. Après, ce ne sera pas forcément optimum au niveau des points, mais quoi qu'il arrive, on pourra la poser. Et après, la finesse et la variété vient dans le fait d'avoir des scorings très variés, le fait de devoir regarder les autres, et qu'à la fin, notamment quand on joue par équipe, ce soit le plus faible score qui compte, ça oblige à trouver des moyens d'aider son partenaire en bloquant un peu les autres, tout en ayant toujours du rythme, des interactions. Enfin, c'est ça qu'on voulait. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut surveiller ce que les autres font, il faut aider son partenaire, bloquer les adversaires, il faut vraiment être rapide dans le jeu. En même temps, souvent les joueurs les plus rapides ne sont pas du tout les meilleurs en fait. Parce qu'il y a une frénésie qui peut se créer de dire je veux absolument aller très très vite, mais il vaut mieux, notamment quand on a beaucoup de tuiles en main, bien regarder ces tuiles, voir un peu ce qui va partir, parce qu'on sait que ça va tourner. Le coup d'accélérateur, il faut plutôt le mettre quand il y a 3 tuiles, 2 tuiles, pour vraiment aller passer quelque chose qui intéresse moins un adversaire, ou sauver le tour de son coéquipier. En fait. Et alors pour l'édition, ça s'est passé comment? Alors pour l'édition, déjà on avait une idée de ce qu'on voulait comme univers. On voulait un univers un petit peu manga, très coloré, avec des monstres sympas. Donc on a recherché des illustrateurs, et j'ai trouvé un illustrateur sur on va dire les réseaux spécifiques comme Behance, DeviantArt, et on ne savait pas du tout qui c'était. Donc quand on a vu quelque chose qui matchait à peu près ce qu'on voulait comme univers, un gars qui était fan des monstres, qu'on a vu qui était en Sibérie, c'était un petit peu un choc au début. On s'est dit,
ça va pas forcément être très facile pour les discussions, mais rien que pour les paiements, en fait, pour payer quelqu'un qui a jamais travaillé dans le monde du jeu initialement et envoyer un premier paiement, on dit on espère qu'il fera nos dessins. Mais ça s'est bien passé, on a réussi à communiquer en anglais. Après, c'était aussi de trouver un fabricant. Donc, heureusement, on est bien entouré et entre les éditeurs, on se parle assez facilement et on a pu avoir quelques conseils. On est allé sur place parce qu'on voulait vérifier dans l'usine que ça matchait bien. Et comme on avait un jeu avec essentiellement du carton, des tuiles, du punch, on voulait absolument avoir quelqu'un de spécialisé là-dedans. Et quand on a trouvé le fabricant en Hollande, dans le domaine du possible, on voulait absolument fabriquer en Europe. En fait, on s'est dit ça correspond assez bien. C'est aux Pays-Bas, avec quelqu'un qui fait de la qualité, qui est habitué à faire des gros flux. Je crois qu'ils font 4 millions de puzzles et de jeux par an. Donc absorber Big Monster, ça allait. Oui, t'es sûr du résultat. Et comment un jour on se réveille, parce que Big Monster c'est ton premier jeu, donc tu t'es levé un matin en te disant tiens si je faisais un jeu En fait après ça fait, c'est mon premier jeu mais ça fait longtemps que je suis quand même dans le milieu du jeu, donc à la fois j'ai collaboré avec des auteurs pour régler certains jeux, avec des éditeurs aussi pour régler d'autres. Et ça, c'était au fait, je dirais, une entrée progressive. Après, on a beaucoup d'amis dans le milieu du jeu qui sont soit éditeurs, soit auteurs de jeux. Donc, on baignait là-dedans. On a participé à différents jurys, comme historiquement, on avait fait tous les jurys des Trick Track d'or. Après, j'ai créé le Diamant d'or. Enfin, on était très impliqués dans le monde du jeu et on avait des connexions qui faisaient qu'on avait une bonne visibilité de ce qui pouvait se passer, de ce que pouvait être l'aventure. On savait que ce serait compliqué, mais on partait pas totalement de zéro. Et on savait qu'on avait des gens avec qui on pourrait discuter quand on aurait des gros points d'interrogation ou des choses qu'on aurait du mal à résoudre en fait. Des fois c'était tout bête, mais au niveau, par exemple, du logo Big Monster, de le mettre sur la boîte, on ne trouvait pas une façon de l'écrire qui nous plaisait. Et ça, c'est un autre éditeur où la graphiste nous a aidé à faire le titre et nous a trouvé un truc sympa, puis on a dit oui, on y va. Et c'est là où, je dirais, tout cet univers du jeu de société a maintenant une maturité, c'est plus l'amateurisme qu'il y avait à une époque, mais il y a quand même des contacts aujourd'hui et de l'entraide qui existent encore en fait. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Parce que c'est vrai que c'est un milieu assez fermé. Quelqu'un qui demain a une idée de jeu, le parcours va être compliqué pour lui, s'il n'a pas déjà un pied dedans. Oui, et je crois que c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sorties, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui proposent des jeux. Donc les éditeurs sont très sollicités. Donc il faut qu'ils aient le temps de regarder simplement. Et c'est pas toujours évident pour tout le monde d'accéder à un éditeur qui pourrait avoir, je dirais, un goût pour le jeu. Parce que des fois, il faut connaître un peu les éditeurs. Il y a des éditeurs qui aiment tel ou tel type de jeu. Et quand on vient de très loin et qu'on n'est pas du tout dans le milieu, on va peut-être envoyer un jeu qui ne correspond pas du tout à un éditeur et donc a aucune chance d'être pris. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un avantage de connaître les interactions du milieu, de connaître, je dirais, les goûts un petit peu privilégiés par certains éditeurs pour pouvoir proposer, des fois en tant qu'auteur, le bon jeu au bon éditeur. Et je pense que ça multiplie quand même les chances d'aller au bout, même si à chaque fois, il faudra quand même qu'il y ait le coup de cœur, vu le nombre de propositions. Et donc là, le jeu est édité par Explorate. Alors là, sur ce jeu-là, c'était l'aventure qu'on voulait mener jusqu'au bout. Explorate, c'est la maison d'édition qu'on a créée en même temps. Mais après, l'objectif, c'est pas d'Explorate je dirais d'éditer mes jeux spécifiquement. Ça a été le premier parce qu'on a envie de porter l'idée. Après, c'est d'accueillir d'autres auteurs, de partager des choses parce que on aime aussi faire du développement. Et moi, j'étais habitué à faire du développement sur différents jeux. Et le but, c'est aussi d'aider au développement d'autres auteurs qui pourraient rentrer chez nous. Et donc, Big Monster a été un succès quand même, on peut le dire. C'est sûr que pour un premier jeu, déjà, on hésitait à savoir si on allait faire 3000, 5000 exemplaires. On avait déjà fait 5000 et on a fait un reprint. Alors, comme tout nouveau jeu, quand on a un nouvel éditeur, c'est compliqué de s'implanter partout. Parce qu'il y a des effets de bouche à oreille qu'on doit aller chercher sur le terrain. On doit être présent dans les festivals, et même en ayant, je dirais,
un distributeur qui est d'envergure, parce qu'on est chez Asmodée, ça reste compliqué. Il faut faire du terrain parce que les magasins ne connaissent pas la maison d'édition. Et donc c'est un peu à chaque fois d'aller sonner directement à la porte du magasin, d'essayer de faire jouer les gens. Big Monster, on a un très bon taux de conversion quand les gens ont joué. Et on a des très bons retours. Après, il y a tellement de jeux qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas joués par certaines personnes, donc qui ne seront jamais pris. Et donc le but, c'est d'essayer d'augmenter la visibilité et de faire jouer le jeu un maximum pour avoir un maximum de chances d'avoir l'adhésion du plus large nombre de personnes. Et nous, c'est toujours un plaisir quand il y a des gens qui aiment le jeu et qui le font essayer à d'autres et qu'il y a cette bouche-oreille qui se déclenche. Et là-dessus, on est très content. À chaque fois, dans les festivals, on a des très bons retours. On a des gens qui viennent nous rechercher en disant qu'ils ont expliqué le jeu à d'autres. Et ça, c'est super plaisant. Oui, c'est la gratification, quoi. Ça, c'est toujours à partir du moment où il y a des gens qui ont des coups de cœur, soit qui s'emballent sur un festival. Là, au dernier festival Uplay, on en a eu qu'on enchaînait 4 parties et qu'on ramenait une partie de leur famille, tout ça. C'est assez inhabituel sur les stands. C'est la preuve que ça plaît. C'est chouette, en fait. Et ça, alors, c'est pas du tout des enjeux de nom, mais ça fait super plaisir au moment où ça se passe, de sensibiliser des gens qui, des fois, dans des festivals, notamment comme Uplay, Made in Asia, ne sont pas le cœur de cible. Parce qu'ils viennent avant tout pour les blogueurs, pour ça, et ils font un peu de jeu de société, et quand ils ont un coup de cœur sur un jeu de société, ça fait plaisir d'amener ces gens qui ne sont pas forcément habitués à jouer au jeu de société, et quand ils viennent, qu'ils achètent une boîte et qui veulent la faire signer parce qu'ils ont passé un bon moment, c'est super chouette. Et alors l'avenir de Big Monster, extension Alors en fait, l'orientation qu'on prend pour l'instant, c'est de faire plutôt un standalone, parce que Big Monster a un nombre de tuiles fixe. Donc on a pas mal d'idées de nouvelles tuiles, mais c'est beaucoup de manipulation, de prendre 60 tuiles, de faire un mélange. Donc l'idée, c'était de faire un standalone qui soit compatible avec le jeu de base. Donc si on veut mixer des choses, on pourra le faire sans problème. Donc on avait pas mal de nouvelles idées, notamment pour pousser un peu la collaboration entre les joueurs, pour créer ses propres scoring, pour avoir des petits portails qui font venir des petites invocations de monstres sympas. Les oursons qui fusionnent. Donc l'orientation est toujours de dire on va garder le même niveau de règles, on ne veut pas complexifier, mais on veut laisser encore plus de choix aux gens. Donc ceux qui sont un peu habitués et qui ont fait pas mal de parties de Big Monster et qui veulent continuer à avoir toujours cette orientation, ces choix, on veut qu'ils le retrouvent dans l'extension. Dans l'extension qui sera un standalone, c'est pour ça à chaque fois entre les termes extension, standalone, c'est un standalone compatible mais qui est dans la veine et vraiment dans la continuité de Big Monster. D'accord, une sortie prévue pour quand? Alors là on est en pleine réflexion en fait, aussi bien au niveau de dire c'est un standalone qui vient après un jeu, donc qu'est-ce qu'on fait comme tirage? C'est toujours des tirages qui sont plus faibles qu'un jeu initialement, comment on fait pour la sortie du jeu, tous ces éléments-là, on est aujourd'hui en pleine réflexion dessus, donc on ne sait pas encore. Ce qu'on veut faire, c'est qu'au plus tard, pour Essen en tout cas, on voudrait que ça puisse sortir. Après, on va voir comment ça va arriver et on continue à avancer sur le sujet. Ok. Et les projets pour Explorate? Alors après, les projets pour Explorate, c'est... Moi, je continue à avoir quelques petites idées de jeux. Là, en ce moment, on est en train de... Mais tu as d'autres personnes qui t'ont proposé déjà, qui t'ont contacté pour la distribution? Sur le jeu extérieur, pour l'instant, on a vu quelques protos qui pouvaient être sympas, mais rien sur lequel on a pour l'instant finalisé ou choisi quelque chose. Il y a d'autres protos qui ne nous correspondaient pas du tout, parce qu'après, c'est pareil. Pour l'instant, on voit ce qu'on pense pouvoir faire, là où on pense pouvoir amener en développement. Donc on privilégie des choses là-dessus. Moi je continue en interne à essayer de tester des idées. Donc en ce moment on teste une idée dans les veines des roll and write, mais de faire une sorte de draft and write en fait. D'accord, parce que souvent ce qui nous frustre le plus sur le roll and write, c'est la partie je jette les dés ou on ne maîtrise rien, ou quand on retourne des choses. Là l'idée ce serait d'essayer d'orienter un peu des choses via un draft et de le cocher derrière, donc d'avoir cette sensation mixte, de réaliser devant soi quelque chose qui soit super sympa, dans lequel il n'y ait absolument aucune info sur le visuel, donc on compose quelque chose qui visuellement soit assez intéressant, et qu'on ait à côté un scoring avec des déclenchements qui peuvent être de type un peu très futé, avec des enchaînements, avec des éléments d'objectifs à atteindre qui viennent se rajouter, et l'idée ce serait de faire un peu une sorte de jardin de l'espace, une sorte de terraforming des premiers jardins sur une nouvelle planète, pour avoir de la variété, et surtout
on cherchera à avoir un visuel qui essaie de nous transporter un petit peu en fait. Ok, bah écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour la suite et puis merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.